Bonjour, je m'appelle Rose-Marie Perrault, je suis neuropsychologue à l'hôpital juif de réadaptation de Laval et aujourd'hui je vous présente le groupe d'information sur les changements émotionnels qui peuvent survenir après un AVC. Au cours de cette présentation, vous allez en apprendre davantage sur les changements émotionnels qu'on observe le plus fréquemment à la suite d'un AVC, sur l'impact que ces changements peuvent avoir dans la vie de tous les jours, puis sur la récupération de l'AVC. Et on va également parler de moyens d'autogestion, puis de l'aide qui est disponible pour vous aider à faire face à ces changements émotionnels. L'AVC peut entraîner des changements dans l'humeur, dans le comportement et dans la personnalité. Et on peut considérer que ces changements émotionnels-là sont le résultat d'une combinaison de facteurs. Il y a les facteurs neurologiques, donc la blessure au cerveau qui résulte directement de l'AVC et qui peut avoir un impact sur les émotions parce que le cerveau, c'est le centre de contrôle de nos émotions. Il y a également la réaction de la personne à l'AVC. L'AVC, c'est un événement de vie majeur, donc qui peut entraîner des sentiments de choc, de perte et un besoin de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et il y a également l'histoire personnelle de la personne. Donc, chaque personne a son propre vécu, sa propre façon de réagir aux épreuves qui va être influencée, par exemple, par ses expériences de vie qui l'ont marquée, notamment en lien avec la maladie, qui peut également être influencée par des facteurs culturels dans la perception et la réaction à la maladie. En fonction de ce que je vous ai partagé à la diapo précédente, vous pouvez vous imaginer que vivre des émotions intenses après un AVC, c'est tout à fait normal et c'est légitime. Par contre, lorsque les émotions se dérèglent, c'est-à-dire qu'elles prennent trop d'ampleur, qu'on a du mal à garder la tête hors de l'eau ou qu'on est particulièrement déstabilisé par des émotions, alors ça peut causer de la détresse à nous, à nos proches. Ça peut affecter la capacité de penser, de se concentrer, de retenir l'information. Et ça peut avoir un impact aussi sur le corps à travers des symptômes physiques comme des tensions musculaires, des symptômes digestifs, des pertes d'appétit, des difficultés de sommeil. Donc, tous ces impacts-là peuvent affecter la récupération. Alors, l'idée ici, ça va être de vous fournir de l'information pour normaliser des choses que vous pouvez vivre et puis vous indiquer aussi des façons de diminuer les impacts négatifs que ces changements émotionnels-là peuvent avoir quand ils prennent trop d'ampleur. Quels sont les changements qui peuvent le plus souvent survenir après un AVC? Un premier changement qui peut survenir à la suite d'un AVC, c'est la dépression. Il y a entre 30 et 55% des survivants d'un AVC qui vont en souffrir dans les mois ou dans les années suivant leur AVC. Je veux insister sur le fait qu'après un AVC, c'est tout à fait normal d'être triste, d'avoir des sautes d'humeur ou de pleurer et que ça, c'est pas nécessairement une dépression. La différence avec la dépression, c'est qu'elle va se manifester par une humeur triste ou dépressive ou bien une perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités qui vont être prolongées. Donc, on parle d'au moins 2 semaines où la personne se sent comme ça presque à tous les jours et presque toute la journée. Et ça va également s'associer à d'autres symptômes comme par exemple perte d'appétit, difficulté de sommeil, sentiment de culpabilité, idées noires. Et puis, ces changements-là vont causer de la détresse à la personne ou vont l'empêcher de bien fonctionner dans ses activités de tous les jours. Quelques vrais ou faux sur la dépression. Quand on est dépressif, on pleure toujours. Vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai que l'humeur triste ou les pleurs, c'est une présentation typique de la dépression, mais pour certaines personnes, ça va se présenter autrement, par exemple par de la colère ou encore par ce qu'on appelle de l'émoussement émotionnel, donc paraître abattu ou comme si on n'avait pas vraiment d'émotion.
Deuxième question, les personnes dépressives pourraient s'en sortir si elles essayaient vraiment. Vrai ou faux? C'est également faux. La dépression, c'est pas un petit coup de déprime, puis c'est pas une question de volonté. C'est un dérèglement biochimique dans le cerveau et le fait d'avoir subi un AVC, donc une blessure au cerveau, ça peut en déclencher ou en amplifier les symptômes. Troisième question, la dépression dure toute la vie. Vrai ou faux? C'est faux. Il y a quelques traitements qui ont été reconnus pour traiter efficacement la dépression. Par exemple, quelques thérapies psychologiques comme la thérapie cognitivo-comportementale et des traitements pharmacologiques comme les antidépresseurs, par exemple. Quatrième question. Les antidépresseurs créent une dépendance. Vrai ou faux? Alors ici, ça, c'est une crainte qu'on rencontre souvent pour les personnes à qui on recommande des antidépresseurs, donc la crainte de devenir dépendant. Et en fait, c'est malheureux parce que les antidépresseurs, quand ils sont prescrits par un médecin et pris conformément aux recommandations du médecin, ne sont pas considérés comme une médication qui crée énormément de dépendance. Par contre, c'est important quand on souhaite les arrêter, c'est important de le faire en collaboration avec son médecin pour le faire d'une façon organisée qui permet d'éviter les symptômes de sevrage. Des pensées suicidaires ou des idées autour de la mort, c'est quelque chose d'assez fréquent à la suite d'une maladie grave qui menace l'intégrité personnelle et parfois aussi en réaction à l'intensité des séquelles. Ça peut se manifester par des pensées comme « j'aurais préféré y rester »,« j'ai plus envie de me battre »,« si j'avais la chance, je m'enlèverais la vie ». Ça peut être très effrayant pour soi-même ou pour l'entourage d'avoir ce type de pensée-là ou de tenir ce type de propos-là, mais il faut garder en tête que c'est pas anormal en soi de penser à des choses comme ça et que ça veut pas dire nécessairement qu'on va passer à l'acte. Mais ça demeure quand même très important d'en parler à quelqu'un, donc de ne pas rester pris avec ça tout seul, que ce soit avec un intervenant, avec le médecin, avec un proche, pour qu'on puisse évaluer le risque et puis offrir l'accompagnement qui convient. La plupart des survivants d'un AVC et leurs proches vivent des deuils en réaction aux pertes multiples auxquelles ils font face. Faire son deuil, c'est un processus en plusieurs étapes et qui prend du temps. On entend parfois parler des étapes de déni, de colère, de tristesse, de résignation et puis d'acceptation. C'est des étapes à travers lesquelles on va cheminer à différents rythmes, en revenant parfois à des étapes antérieures, en sautant parfois des étapes. Mais ce qu'il y a de commun, c'est que ça prend du temps. On chemine là-dedans au fil de notre réadaptation, mais aussi après. Et ça peut s'échelonner sur des mois, des années. On va considérer qu'on a fait notre deuil ou qu'on a atteint l'étape d'acceptation une fois que les émotions de tristesse ou de perte sont moins envahissantes, qu'on a plus de recul et qu'on est capable de réconcilier les mauvais côtés de ce qui nous est arrivé avec les bons côtés de notre situation actuelle. Mais le message clé dans tout ça, c'est qu'il faut se donner du temps. Le stress et l'anxiété, c'est deux mots qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais en fait, c'est deux choses un peu différentes. Le stress, c'est une réponse physiologique qui est déclenchée dans notre organisme quand on fait face à une menace physique ou psychologique. Par exemple, un bruit intense, un accident de voiture, une maladie. Et le stress, ça va déclencher une série de réactions physiques. Le but, dans le fond, de ces réactions-là,
c'est de garder le corps en alerte pour nous protéger contre d'éventuels dangers. Donc, ça peut se manifester là, par une augmentation du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. On devient plus alerte, nos sens sont plus aiguisés. Et c'est donc normal et nécessaire parce que ça nous prépare à répondre à une menace ou à un danger. L'anxiété, c'est plutôt une sensation de crainte plus vague lorsqu'on anticipe ou qu'on exagère une menace future. C'est ce à quoi ça réfère quand on parle du petit hamster dans notre tête qui n'arrête pas de rouler. Alors, l'anxiété, c'est normal aussi, c'est une émotion courante qu'on peut tous vivre. Par contre, elle peut devenir un problème lorsqu'elle est chronique, c'est-à-dire qu'elle reste constante dans le temps ou qu'elle est démesurée face à la situation ou qu'elle nous empêche de fonctionner. Il y a beaucoup de sources d'anxiété après un AVC. On peut se demander, bon, est-ce que je vais rester comme ça? Est-ce que je vais refaire un autre AVC? Est-ce que mon conjoint, ma conjointe va être capable de prendre soin de moi? J'ai peur d'être un fardeau. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mes activités? Etc. Et l'anxiété peut aussi donner lieu à des symptômes physiques. Souvent, là, quand ça reste de façon chronique, ben, ça peut donner lieu, par exemple, à des difficultés de sommeil, à des inconforts physiques, des pensées désagréables. Ça peut aller jusqu'à l'attaque de panique. Et c'est tous des symptômes qui sont très désagréables, mais qui ne sont pas dangereux en soi. C'est important de le savoir. Et puis, autant le stress que l'anxiété, on peut les gérer. Il y a des techniques qu'on peut apprendre pour mieux les gérer puis diminuer leur impact négatif. Et d'ailleurs, on a une capsule d'information sur la gestion du stress qui pourrait vous donner plus d'informations puis vous informer sur les techniques pour gérer le stress et l'anxiété. Un autre changement qu'on peut observer à la suite de l'AVC, c'est ce qu'on appelle l'affect plat. L'affect, c'est l'ensemble des comportements qui expriment notre état émotionnel. Donc, par exemple, nos expressions faciales, nos réactions émotives de pleurs, de rire, de sourire, le ton de notre voix. Alors, quand on a un affect plat à la suite d'un AVC, on n'exprime plus notre émotivité ou nos expressions comme on avait l'habitude de le faire. On peut paraître indifférent, comme si les événements tristes ou joyeux ne nous affectaient pas, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas observer de réactions émotionnelles qu'on n'éprouve pas d'émotions. Alors, ce qui peut être rassurant à garder en tête, c'est que l'affect plat, c'est une séquelle qui a tendance à s'améliorer avec la récupération neurologique. Et ce qui peut être très utile, c'est d'en informer notre entourage. Ça permet d'éviter des malentendus. On peut aussi pratiquer des stratégies d'autogestion dans différentes thérapies, comme par exemple travailler les expressions faciales en orthophonie. Une autre manifestation qui peut être assez impressionnante, c'est la labilité émotionnelle, qu'on appelle aussi le syndrome pseudobulbaire ou les rires et pleurs pathologique ou l'incontinence émotionnelle. Donc, ce que c'est la labilité émotionnelle, c'est que les émotions vont s'exprimer soudainement et très fortement et qu'elles sont difficiles à contrôler. Par exemple, on peut passer du calme aux pleurs ou bien du calme au rire très rapidement et c'est souvent disproportionné à la situation. On peut se mettre à pleurer, par exemple, en voyant notre visite arriver. Ou en regardant la télé et avoir beaucoup de difficultés à s'arrêter. Et c'est assez fréquent à la suite d'un AVC. On parle de jusqu'à 53% des personnes qui ont subi un AVC. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a de la labilité émotionnelle suite à un AVC? La première chose à faire, c'est de se renseigner et puis de s'assurer d'informer notre entourage pour éviter des surprises parce qu'évidemment, ça peut donner lieu à des situations un peu gênantes lorsqu'on n'est pas au courant ou qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. À la venue d'un épisode, admettons qu'on sent que là, on a vraiment un fou rire ou une crise de larmes qui s'en vient,
On peut essayer de prendre des respirations profondes, de détendre un peu nos muscles, notre corps, et puis de se distraire en faisant n'importe quoi, que ce soit compter les carreaux au plancher ou changer de sujet, quelque chose pour changer un peu les idées. Mais en général, le traitement qui est recommandé, c'est un traitement pharmacologique à discuter avec le médecin. Est-ce que ça se peut des changements positifs suite à l'AVC? Eh bien oui, ça arrive, même si on en parle moins souvent. Le cheminement après l'AVC, ça va être aussi marqué par des émotions positives comme des grandes joies ou de la fierté quand on réussit à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés ou qu'on voit les progrès qu'on est en train de réaliser. Il y a certaines personnes qui vont rapporter vivre moins d'anxiété après leur AVC. Pour certains, le fait d'avoir survécu à un problème de santé grave va les amener à réfléchir, à réévaluer leurs valeurs, leurs priorités ou faire des prises de conscience qui font en sorte qu'ils vont adopter des nouvelles habitudes ou des nouvelles façons de penser. En terminant, j'aimerais vous offrir quelques messages clés et quelques outils pour vous aider à faire face aux changements émotionnels que vous avez peut-être rencontrés depuis votre AVC. Le premier message que je veux vous passer, c'est que tous vos sentiments sont légitimes. Ils expriment un besoin. Donc, il n'est pas question de bons ou de mauvais sentiments. L'important, c'est d'apprendre à les reconnaître et à les exprimer. Et comment est-ce qu'on peut faire ça quand on n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions-là? On peut prendre l'habitude de porter attention à nos pensées, quitte à les noter si ça nous aide. On peut également faire attention pour reconnaître nos tendances à l'action. Par exemple, se dire, moi quand je m'isole, c'est parce que j'ai de la peine en général. On peut aussi s'entraîner à reconnaître nos sensations corporelles. Par exemple, à chaque fois que je ressens cette boule dans mon estomac, c'est que je me sens stressée. C'est important aussi d'éviter de s'isoler, même si on a envie de le faire quand on se sent pas bien. Et puis d'informer notre entourage de notre condition, puis des émotions qu'on vit en lien avec ça. Un autre bon truc, c'est d'apprivoiser les autres recommandations que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçues en lien avec la gestion de l'énergie et du stress, en lien avec la prise de médicaments, en lien avec le sommeil, etc. Donc, toutes ces choses-là peuvent avoir un impact sur votre vécu émotionnel. Donc, portez attention, puis essayez d'intégrer les stratégies que vous recevez face à ces choses-là aussi. Si vous ressentez le besoin d'une aide professionnelle, il y a différentes personnes vers qui vous pouvez vous tourner, dépendamment d'où vous en êtes dans votre cheminement. Pendant que vous êtes en réadaptation, vous avez accès à votre équipe traitante qui inclut un ou une psychologue, un ou une travailleur sociale. Et ensuite de ça, vous avez aussi accès à votre médecin de famille. Si vous téléphonez au CLSC ou à la ligne Info Sociale que vous pouvez rejoindre en composant le 811 option 2, vous pourrez être mis en lien avec des ressources dans votre région. Le CLSC peut notamment vous mettre en lien avec une association d'aidants naturels. À Laval, il y a le regroupement AVC Aphasie Laval qui est composé de personnes qui ont subi un AVC dans le passé. Et enfin, vous pouvez aussi vous tourner vers la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC qui a notamment un site internet, de la documentation disponible et des groupes de soutien.